Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle webconférence organisée conjointement entre Crédit Agricole SA et KCIS Bank. Je suis Cédric Renaud, le responsable du front office matière première agricole au sein de KCIS et je suis accompagné aujourd'hui de Pierre Salomero, sales trader chez KCIS. Bonjour Pierre. Bonjour Cédric. Et je suis accompagné de Xavier Casdan, expert grande culture chez Crédit Agricole SA. Bonjour Cédric. Bonjour. Bonjour messieurs. Alors, on va parcourir très rapidement donc le sommaire de cette webconférence dédiée donc sur la place de la France à mi-campagne et puis sur les perspectives sur l'hémisphère sud et on fera également un point sur les prix sur les marchés à terme. Après l'introduction de macroéconomique réalisée par Pierre, nous allons parcourir les fondamentaux sur le blé, les oléagineux et le maïs. Je laisse la parole à Pierre pour l'introduction macro. Merci Pierre. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette webconférence, la 3e cette année, et chargée donc de cette introduction macroéconomique. Je pense que le climat d'incertitude n'a jamais été aussi élevé. Et nous allons évidemment commencer par faire un point sur l'inflation. Quelles sont les prévisions pour cette année? Et évidemment, les prévisions pour les années qui suivent. Ça va être déterminant pour la santé de l'économie, pour vraiment la santé des entreprises. C'est le point économique, macroéconomique, qui va déterminer beaucoup de choses. Donc, comme vous pouvez voir sur le graphique, j'ai choisi en fait de vous montrer plus l'évolution des prévisions d'inflation sur l'année. Et j'ai choisi les 3 dates en fait des webconférences. Donc, on voit bien que les prévisions février 2022, donc avant l'invasion en Ukraine, étaient bien plus faibles, les prévisions d'inflation. Il y avait quand même cette inflation qui venait de la reprise d'activité post-Covid. Donc, c'était déjà un grand sujet, l'inflation, un sujet d'inquiétude pour la croissance. Mais suite à l'invasion ukrainienne, l'inflation a explosé. On le voit bien, jusqu'à arriver pour donc 2022 à 8,2% en Europe, donc c'est l'inflation annuelle, et 8% aux États-Unis. Première chose, comme la dernière fois, il faut quand même préciser que la nature de l'inflation est très différente entre les États-Unis et l'Europe. En Europe, c'est principalement, là le chiffre est tombé pour septembre, le chiffre final de l'inflation, on est à 10% mensuel d'inflation. Les composantes principales forcément sont l'énergie, l'électricité et le prix de l'alimentaire, qui a gagné 10%. Aux États-Unis, c'est différent. L'inflation est poussée plus par la consommation. Avec un chômage très faible, il y a une hausse des salaires assez importante. Malgré la baisse des prix de l'immobilier, qui ne rentre pas dans le prix de l'inflation, eh bien, on voit que l'inflation corps aux États-Unis, les loyers sont en train de remonter, par exemple. À l'inverse, nous voyons depuis l'été une baisse du baril de pétrole et du gaz naturel d'ailleurs. Donc cette composante-là aux États-Unis baisse. Pour les prévisions 2023-2024, c'est toujours un exercice très compliqué. On voit que les économistes et les analystes sont plutôt d'accord pour dire que nous sommes sur le pic de l'inflation en 2022, que ça va baisser en 2023, puis 2024. J'ai l'impression, pareil, qu'à chaque webconférence, je vous dis que nous sommes au pic de l'inflation, mais pour le moment, ça n'est encore jamais arrivé. Qu'est-ce qui va influencer cette inflation? Ça va être forcément les réponses des banques centrales, les remontées des taux d'intérêt, leur rapidité, leur ampleur. Pour le moment, la Banque centrale américaine a été la plus agressive. Elle a fait 4 remontées de taux pour être à un taux directeur de actuellement 3,25%, alors que la Banque centrale européenne n'a fait que 2 remontées de taux pour le moment, avec un taux directeur à 1,25%. On peut, peut-être pour conclure sur l'inflation, le grand risque d'un emballement serait la hausse des salaires et d'une boucle prix-salaire. Nous voyons des négociations, par exemple en France, des négociations de hausse des salaires dans la plupart des grandes entreprises. Ces hausses de salaire se situent autour de entre 3 et 5%. Donc ça reste en deçà de l'inflation. Évidemment, c'est peut-être pas une très bonne nouvelle pour les salariés, mais en tout cas, pour cette dynamique de boucle prix-salaire, c'est une bonne chose que la hausse des salaires soit inférieure à l'inflation. Nous passons sur les estimations de croissance.
Donc, sur les estimations de croissance, il y a deux grandes estimations. On va dire il y a les estimations des institutions publiques, comme les gouvernements, les banques centrales, les institutions comme le FMI, et les prévisions du secteur privé, les grandes banques ou principalement les grandes banques, qui sont souvent plus pessimistes, et ce sont les chiffres que je vous ai mis sur cette présentation, les prévisions des banques. Nous remarquons donc qu'une récession n'est pas envisagée, que ce soit pour la zone euro ou pour la zone des États-Unis. Nous atteindrons des croissances quasiment à 0% en 2023 en Europe, 0,7% aux États-Unis. Donc voilà, le consensus des économistes pour le moment n'est pas sur une récession en 2023. Si on regarde l'étude peut-être la plus complète qui est sortie cette semaine, celle du FMI, il remarque donc 3 points principaux pour cette croissance très faible. Évidemment, l'inflation très forte, le resserrement monétaire qui va poser plusieurs problèmes dans l'économie. Évidemment, le conflit ukrainien et la crise énergétique. Et 3e point, bien sûr, la Chine, qui a toujours des problèmes de confinement, enfin de politique de zéro Covid, avec les confinements associés, et un secteur de la construction vraiment très en baisse, très en baisse. On peut pas en dire moins. Le FMI prévoit une récession pour l'Allemagne, l'Italie, et la Chine va avoir une croissance à 3,2% en 2023, ce qui est la croissance la plus faible depuis 40 ans en Chine. À ce tableau plutôt noir, on peut quand même ajouter que le niveau du fret maritime revient dans ses niveaux pré-Covid. Ça reste quand même une bonne nouvelle pour l'économie. Et évidemment, les prix des hydrocarbures, même du gaz, revient sur des niveaux beaucoup plus raisonnables, on va dire, après cet été. Si on sort de ce point de vue des économistes et de leurs prévisions, moi, je voulais aussi vous donner une vision des marchés. Qu'en pensent les marchés ? Nous sommes sur une année historique en termes de baisse. 25% de baisse pour les actions, 25% de baisse pour les obligations. Cette baisse cumulée vraiment aussi forte pour ces deux classes d'actifs ne s'est pas vue quasiment depuis la guerre, enfin quasiment une centaine d'années. C'est donc une année exceptionnelle pour l'ampleur des baisses sur ces deux classes d'actifs. Et j'ai choisi donc de vous montrer le sentiment des investisseurs sur la prochaine slide. C'est un indicateur avancé. Voilà, la croissance, l'inflation, le chômage sont des indicateurs qui ont un petit peu de retard. Cet indice de confiance des investisseurs et des analystes essaye d'être un indicateur avancé de l'économie. Il y a au total 3000 investisseurs qui répondent à ce sondage. Nous sommes sur des niveaux aussi au plus bas, en Europe en tout cas, des niveaux que nous avons vus pendant le Covid, pendant la crise de 2008. Donc les perspectives pour les investisseurs restent très sombres. Il y a peu d'optimisme sur les marchés. Une étude aux États-Unis a été menée de la même façon auprès des investisseurs en leur posant la question: est-ce que vous voyez une récession sur les 12 prochains mois ? Bon, c'était il y a déjà quelques semaines, mais 90%, un petit peu moins 85% ont répondu que oui, ils voyaient une récession dans les 12 prochains mois aux États-Unis. Donc le sentiment de marché est quand même bien plus négatif que le sentiment des économistes. Nous, à notre niveau, ce qu'on voit dans notre salle des marchés, c'est plusieurs choses. J'ai une fébrilité totale sur la partie du marché européen. Le matin, quand uniquement l'Europe est ouverte, il y a très peu de volume, très peu d'activité. Tous les acteurs attendent l'ouverture des États-Unis pour avoir un trend. Vraiment, même les volumes le matin sont plus élevés sur les futurs US que sur les futurs Europe. Donc c'est vraiment une inquiétude générale que nous sentons. Ce qui fera bouger en tout cas, ce qui fera changer l'avis des marchés, le sentiment des marchés, c'est clairement le marché obligataire, la relevée des taux des banques centrales. Et en fait, quand allons-nous atteindre, c'est la question, quand allons-nous atteindre le taux pivot, c'est-à-dire le taux qui va permettre de combattre l'inflation et ce niveau auquel les banques centrales n'auront pas besoin d'aller plus haut. Donc, une fois que le taux maximum sera atteint, que l'inflation commencera à baisser, c'est qu'à partir de ce moment-là que nous pouvons voir un retournement, en tout cas, sur les marchés. Dernier point avant de passer au prix de l'énergie peut-être, regardez le marché des résultats des entreprises. Nous sommes dans une période de publication des résultats, que ce soit en Europe ou aux États-Unis.
Pour le moment, à peu près 5% des entreprises ont publié. Dans ces publications, il y a différents secteurs, principalement le secteur bancaire pour le moment aux États-Unis. Certaines entreprises sortent de bons résultats, d'autres des résultats moins bien qu'attendus. Globalement, sur les 5% d'entreprises qui ont publié, la croissance des bénéfices est de 0%. Voilà, en year to date. La croissance du chiffre d'affaires, par contre, est autour de 10%. C'est à peu près équivalent États-Unis-Europe. Donc, ça ne nous donne pas vraiment de mauvaises nouvelles sur les résultats. Pour le moment, l'inflation ne s'est pas transmise aux résultats d'entreprise. À noter peut-être que lors du dernier choc pétrolier, qui datait donc de fin 73, l'inflation a commencé à avoir une baisse sur l'activité économique qu'un an plus tard, à la fin de 1974. Je voulais faire un focus sur le marché du prix de l'énergie européen, évidemment, en prenant le prix du gaz naturel aux Pays-Bas et le prix de l'électricité en Allemagne, qui ont vu donc des augmentations considérables durant l'été. J'ai mis en pourcentage l'évolution sur l'année, donc en prenant à partir du 1er janvier 2021, niveau qui était déjà élevé par rapport à l'année 2020. Le gaz naturel a pris plus de 1300% en plein été, quasiment 2000% sur l'électricité allemande en pleine période de stress. Aujourd'hui, nous sommes revenus sur des niveaux bien plus raisonnables, mais beaucoup trop élevés pour la plupart des industriels qui ont un énorme besoin d'énergie. J'ai découvert que certaines énergies sont très demandeuses de gaz, par exemple, pour l'aluminium ou même l'ammoniac, qui est un composant des engrais azotés. Je crois que 80% du prix de l'ammoniac vient du prix du gaz. Ça crée un problème de souveraineté aussi industrielle, puisque si les coûts de production en Europe sont trop élevés pour ces industries, c'est clairement des industriels d'autres zones, les États-Unis, la Chine, qui vont prendre le relais, ou même on voit pour le moment une concurrence entre guillemets féroce de l'Espagne, puisque dès mars, en fait, l'Espagne et le Portugal, la péninsule ibérique, a pu sortir de ce système européen de fixation des prix. Elle argumentait qu'en fait, la péninsule ibérique est très mal connectée au reste de l'Europe pour tout ce qui est énergie. Ils ont donc obtenu de Bruxelles de pouvoir fixer eux-mêmes leur prix d'énergie. Alors que vous le savez, le marché européen est un marché de l'électricité en tout cas, est un marché global où le prix de l'énergie, le prix de l'électricité est en fait le coût marginal du dernier mégawatt produit en Europe. Voilà pour le marché de l'énergie. Évidemment, il sera crucial en Europe pour la suite et pour les prévisions économiques. Dernière slide de cette introduction. Je ne pense qu'on peut, on ne peut pas ne pas parler de la guerre en Ukraine et de la situation en Ukraine. C'est une situation quand même extrêmement variable. Nous avons vu rien que la dernière semaine, les derniers 15 jours, la situation a énormément évolué avec des déclarations de Poutine qui souffle le chaud et le froid, qui peut un vendredi annoncer qu'il ne lancera plus de bombardements sur des cibles civiles, et dès le lundi, rebombarder des cibles civiles. On voit bien quand même que cette guerre, évidemment, s'enlise, dure dans le temps, mais on voit aussi que Poutine perd un petit peu de soutien d'une partie de sa population, pas la totalité évidemment, de certains de ses hauts responsables aussi, et qu'il est un petit peu acculé. Ces bombardements sur les civils est clairement un signe plus de faiblesse que de force. On voit que sur le terrain de la guerre, les Ukrainiens avancent alors que les Russes reculent évidemment. Donc, voilà. En tout cas, la plupart des prévisions économiques se basent sur un enlisement de la guerre, une guerre qui va rester sur ce même niveau d'intensité. Il ne va pas y avoir une escalade sur le court terme, ni des négociations, puisqu'il va forcément y avoir des négociations à un moment. On ne peut pas sortir de ce conflit sans que les deux parties négocient. Les derniers points pour conclure cette introduction. Deux derniers points principaux, voilà. C'est à quel point la hausse des taux d'intérêt des banques centrales vont heurter l'économie et ralentir l'économie, ce qui est nécessaire pour faire baisser cette inflation. On sait qu'en Europe, ce n'est pas une hausse des taux qui va faire baisser le prix de l'énergie, mais
qui va quand même baisser le niveau d'activité. Donc ça va être vraiment ce rôle des banques centrales qui vont être décisifs, leur efficacité sur l'économie. Dernier point, on avait avec l'Angleterre, ça a été un sujet d'inquiétude très fort pour les marchés, le risque d'instabilité financière en fait. Dans chaque remontée de taux d'intérêt dans l'histoire, on a souvent constaté des bulles qui s'étaient créées avec des institutions qui étaient trop leveragées, trop endettées, comme les fonds de pension anglais ces dernières semaines. Donc ce qui est arrivé aux fonds de pension anglais a été vraiment a marqué vraiment les marchés financiers. Et je pense que tous les acteurs sont maintenant très attentifs, particulièrement aux institutions non bancaires qui sont beaucoup moins régulées. Voilà pour la partie d'introduction. Merci Pierre. Je donne la main maintenant à Cédric et Xavier. Alors, à présent avec Xavier, on va parcourir ensemble le bilan sur le blé. Donc un bilan plutôt mitigé entre une offre au rendez-vous et une demande actuellement incertaine. À toi Xavier. Merci Cédric, merci Pierre. Donc effectivement, quand on regarde concernant le blé tendre, ce qui s'est passé sur la partie hémisphère nord, dont les récoltes sont quasiment terminées, sauf peut-être en Russie avec les derniers blés de printemps. Plusieurs informations. Déjà, premier point, le retour, je dirais, à la normale sur la partie Amérique du Nord, qui a et qui retrouve des niveaux de production plus en phase avec les moyennes. Hein. Rappelez-vous, au Canada, en récolte 2021, ça avait quand même été la catastrophe avec la problématique de déficit hydrique particulièrement important. Donc plutôt un retour à la normale. Au niveau de l'Europe, un déficit hydrique qui a plutôt effectivement impacté la production européenne de façon générale, avec des points plus spécifiques par pays, et notamment la France, on y reviendra. L'Ukraine, avec le conflit effectivement, qui, malgré le fait que les conditions de semis automne 2021 s'était bien passé car le conflit n'était toujours pas d'actualité, mais par contre une récolte qui a quand même dévissé par rapport à la récolte 2021, mais qui pour rappel était une récolte record, 33 millions de tonnes. C'était la première fois que l'Ukraine produisait cette quantité, ce volume-là. Là, on est plutôt sur une production qui devrait avoisiner les 19 millions de tonnes, donc soit une baisse d'environ 40%. Et puis la Russie qui fait encore parler d'elle, d'un point de vue géopolitique bien entendu, mais aussi donc d'un point de vue production, car pour le moment, au regard donc des informations diverses et variées, à la fois locales mais aussi internationales, comme l'USDA ou comme le CIC, eh bien les prévisions de récolte sont particulièrement importantes pour une récolte record, au moins 93 millions de tonnes. Quand on commence aussi de plus en plus à parler de 97 voire 100 millions de tonnes d'une production donc récolte 2022, donc record, ce qui permettrait à la Russie là aussi d'avoir un disponible exportable record inédit. 44-46 millions de tonnes, chiffre à prendre avec des pincettes, bien entendu. Toute la question, ce sera de savoir si elle aura la possibilité de le sortir correctement, ce qui est un petit peu plus compliqué au regard du contexte actuel. Donc plutôt un bilan Europe, hémisphère nord, plutôt lourd, encore une fois, qui s'explique surtout par les bonnes situations au niveau de la Russie. Maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est ce qui pourrait se passer sur l'hémisphère sud, avec deux points importants, deux pays exportateurs que nous regardons bien entendu précisément, que sont premièrement l'Australie, où pour le moment les conditions sont plutôt optimales, avec depuis le début des semis, des conditions très très bonnes, et qui a permis au cycle végétatif de suivre de façon très positive cette évolution-là, avec peut-être quand même ces derniers jours, ces dernières semaines, une pluviométrie particulièrement importante qui pourrait impacter la qualité, mais pas forcément les volumes. Et donc, en termes de volume, on s'attend à ce que l'Australie soit autour de 33 millions de tonnes, ce qui est et ce qui devrait être quand même une deuxième bonne récolte par rapport au passé. Et là où les inquiétudes sont un peu plus importantes, beaucoup plus importantes, c'est sur l'Argentine. Pourquoi l'Argentine et pourquoi on s'intéresse à l'Argentine? L'Argentine étant un grand pays exportateur et notamment vers l'Algérie. Eh bien là, l'Argentine, avec un déficit hydrique particulièrement important, eh bien voit sa production révisée fortement à la baisse. Les dernières informations estiment qu'on pourrait être autour de 15 voire 16 millions de tonnes, donc bien inférieur au niveau de la situation des 18 millions de tonnes. Donc tout ça pour dire que on est
a priori sur cette campagne 2022-2023 sur un bilan plutôt lourd au niveau du blé tendre, mais avec un certain nombre d'incertitudes qui sont liées à la demande, aux exportations, avec toute la difficulté de savoir si l'offre et le disponible exportable russe, mais aussi ukrainien, pourra sortir convenablement au regard du contexte géopolitique que nous connaissons actuellement. Et puis la récession. Alors quand on écoute Pierre, effectivement, en termes de prévision, on parle pas forcément de récession, mais on constate qu'il y a quand même un certain ralentissement en matière d'achat à l'échelle planétaire. Peut-être en lien probablement également concernant les prix, et donc la perspective dans ce contexte-là d'une forte augmentation des stocks fin de campagne, donc qui vient encore alourdir un peu plus le bilan. Quand on fait un petit zoom plus précisément sur ce qui s'est passé en France, force est de constater que la production finalement elle est moyenne. Il y a le dernier conseil spécialisé de France Agrimaire a révisé à la baisse la production. On était avant ce conseil plutôt autour de 34,1 millions de tonnes de blé tendre en production. Eh bien le dernier conseil estime que la production devrait être autour de 33,6 millions de tonnes, donc en baisse par rapport à la moyenne quinquennale, mais aussi par rapport à 2021. Mais bon an mal an, au regard de la situation, ça devrait permettre quand même d'avoir un disponible exportable qui est relativement en phase avec les années précédentes. En termes de production, très très bon résultat sur le nord du bassin parisien, beaucoup plus compliqué sur le sud, avec une certaine hétérogénéité et un impact d'un déficit hydrique particulièrement important. La bonne nouvelle, c'est plutôt la qualité moyenne qui est plutôt bonne, avec plus de 60% de blé classé en premium et en supérieur, ce qui permettrait de répondre favorablement à la demande à la fois domestique et à la fois à l'exportation. Alors, justement, concernant les utilisations, il y a quand même un certain nombre d'interrogations, notamment sur les exportations vers les pays de l'Union européenne. Sur les exportations vers les pays tiers, je vais y revenir tout de suite un petit peu après. Et sur les utilisations domestiques, point d'interrogation effectivement sur les utilisations industrielles. On commence à voir qu'il y a un marché aujourd'hui et une demande particulièrement faible en achat, mais qui potentiellement pourrait s'expliquer, et comme le Pierre l'a évoqué précédemment, par le fait que la problématique aujourd'hui, c'est les coûts énergétiques, et y compris pour les industries agroalimentaires utilisatrices de grains, eh bien, on voit qu'il y a un certain ralentissement de ces achats au regard, encore une fois, de la prise en compte de ces coûts énergétiques, qui pourraient se traduire par des lignes de production à l'arrêt ou en utilisation moindre pour faire face effectivement à la forte augmentation de ces coûts de production. L'autre sujet, c'est bien entendu la fabrication d'alimentation animale qui, depuis plusieurs années, de toute façon baisse, mais ce coup d'accélérateur de baisse est encore plus visible au regard de plusieurs éléments. La décapitalisation qui est toujours très très forte, notamment en bovin, bien entendu, et accélérée par la sécheresse et par la non-possibilité pour les éleveurs de nourrir correctement leur cheptel, mais aussi le fait que l'inflation des prix alimentaires sur la partie production animale, sur les viandes, soit particulièrement importante. Pierre évoquait une inflation à 10%, et bien les viandes sont particulièrement touchées. Et puis, il va rajouter un petit peu de grippe aviaire par-dessus ce sujet-là, qui est toujours d'actualité. L'épizootie est toujours bien installée et on commence à nouveau à retrouver des foyers qui pourraient impacter, bien entendu, l'utilisation, notamment au niveau de la fabrication d'alimentation animale, et une concurrence matière qui est plutôt actuellement favorable à l'orge qu'au maïs et qu'au blé. En matière d'exécution, exportation vers les pays tiers, alors pour le coup, on est sur un excellent trend de début d'activité juillet-août où on a connu des records d'exécution. Alors, on a probablement profité d'une absence de l'Ukraine, des zones de la pays de la mer Noire qui, elle, étaient confrontées à des problèmes de logistique liés à des récoltes. Et comme ils avaient eu, notamment l'Ukraine, bien entendu, des difficultés pour pouvoir exporter la récolte 2021, eh bien, et la Russie, finalement, même problème, eh bien, la France a profité de cette situation en connaissant des records d'exécution sur juillet, sur août, mais aussi sur septembre. Mais depuis début septembre, effectivement, on sent qu'il y a une concurrence plus rude avec notamment l'origine russe. Aux derniers appels d'offres de l'Algérie, par exemple, eh bien, c'est plutôt l'origine russe qui est privilégiée et qui remporte en fait les
les appels d'offres parce que le blé français calcule beaucoup moins quand on regarde effectivement cette situation au 14 septembre, mais je pense que c'est évolue. Cette situation doit toujours être la même aujourd'hui. On est quand même à autour de 25 dollars supérieurs au prix russe, et ce qui fait qu'on a un peu plus de difficultés effectivement ces derniers temps. Alors à noter quand même en matière d'exportation qu'on a bien travaillé l'Algérie, ce qui est quand même une bonne nouvelle, car on avait eu quelques difficultés ces 2 dernières années en lien avec des problèmes géopolitiques. On a bien fonctionné aussi bien entendu avec le Maroc parce que le blé français est plutôt effectivement subventionné, et puis des destinations un petit peu originales mais qui s'expliquent par le conflit, par l'absence de l'Ukraine, notamment le Pakistan et le Yémen. Et puis je serais tenté de dire aussi la bonne nouvelle, c'est que la Chine est revenue aux achats, mais de façon plutôt récente. Alors en matière de prix, comme vous pouvez le constater, mais à la différence d'un bilan lourd, on reste quand même sur des prix que nous considérons toujours hauts, avec une forte volatilité. Et cette volatilité, en fait, s'explique encore une fois, surtout par des informations géopolitiques, d'ordre géopolitique. Le fait que les discussions au mois de juillet sur le corridor a permis au marché de souffler un petit peu, tout ça s'est traduit effectivement par une baisse. Les déclarations de Poutine sur les annexions a eu un rebond, comme conséquence un rebond sur les prix, et puis le durcissement du conflit avec effectivement les représailles russes et à nouveau des discussions actuellement sur le suite du corridor après le 19 novembre fait que ça impacte plutôt les prix à la baisse. Mais quand on regarde les échéances à moyen terme, on constate qu'elles sont quand même toujours à des niveaux particulièrement hauts, qui pourrait d'ailleurs intéresser toujours les producteurs à pouvoir fixer des prix sur les récoltes 2023 au regard encore une fois de cette situation. Et puis à noter quand même aussi la forte toujours présence des fonds spéculatifs sur Euronext, sur les contrats blé sur Euronext, parce qu'ils sont toujours en position nette acheteuse dans des proportions qui restent toujours importantes. Donc tout ça pour dire qu'on pourrait penser que les prix pourraient être encore élevés. Alors Cédric, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ce contexte et l'analyse technique en lien avec ce contexte? Merci Xavier. Alors avant de commencer sur la technique, très rapidement un point météo. Devant vous, vous avez en fait la carte sur ce mois d'octobre avec des points de vigilance. Les points de vigilance, ils sont au nombre, on va dire, de 3. On a l'Amérique du Sud, Brésil, Argentine, avec les regards des opérateurs tournés sur les productions de maïs, de soja et là de blé sur l'Argentine. On a une sécheresse très accrue en Argentine. Maintenant, quand on regarde les cartes, je les ai regardées ce matin avant d'arriver, sur les 2 prochaines semaines, on a l'arrivée de pluie qui pourrait quand même être un peu plus bénéfique pour la suite des cultures. Le phénomène La Niña est présent. Il est présent pour la 3e année consécutive. On a 85% de probabilité de cet événement entre aujourd'hui et décembre et 69% entre décembre et février. La Niña, c'est quoi? C'est de la sécheresse accrue sur l'Amérique du Sud et des pluies torrentielles et des inondations très graves sur l'Australie et l'Asie du Sud-Est. Aujourd'hui en Australie, on a quoi? On a des très belles perspectives, on a des indices de végétation qui sont sur des niveaux au-dessus des niveaux médians. Mais attention, on a un excès de pluie prévu donc sur le sud et l'est du pays en Australie, avec derrière des possibles dégradations sur la qualité, donc la protéine ou l'iceberg. Le perspective est excellent en Australie, Xavier vous l'a dit, mais point de vigilance également sur cette zone. Et puis ensuite, sécheresse accrue, je vais en parler juste derrière, sur les plaines américaines. Donc on voit qu'aujourd'hui sur les blés HRW et dans des états clés, Texas, Oklahoma et Kansas, on a une sécheresse qui est au plus haut niveau depuis de nombreuses décennies. Donc ce point va être également à suivre sur les opérateurs et ça pourrait également tenir un peu de temps en temps sur le court terme les cours du soft et du HRW à Chicago. À noter également qu'on risque d'avoir un problème de protéines dans le monde. C'est pour ça aussi que le blé de Minneapolis, lui, se tient un peu plus que les autres marchés. Très rapidement, vous avez devant vous en fait donc le BICOM Index, donc c'est le Bloomberg Commodities Index, un benchmark qu'on regarde. Si on regarde depuis notre dernière intervention en juin,
donc cet indice était autour des 120 000 points. Aujourd'hui, il se traite autour des 113 000 points. On revient très proche avant le début du conflit russo-ukrainien, puisqu'on était autour des 112 000 points avant l'éclatement de cette guerre. Donc on a quand même un relâchement, un relâchement des prix sur les niveaux des matières premières agricoles d'un point de vue mondial. C'est indéniable et vous l'avez vu d'ailleurs cet été, vous l'avez ressenti directement sur les marchés. Faisons un point avant l'analyse technique sur la position des fonds. J'ai repris le travail de Peak Trading Research qui est très bien fait. Vous avez sur ce slide-là, il faut regarder tout au milieu à droite, la position des fonds sur 13 matières premières agricoles, Chicago Matif. Donc ça comprend donc le wheat, le corn, les beans, mais également blé, maïs, colza sur le Matif. Vous avez une position nette. Lorsqu'on a fait la dernière webconférence avec Xavier Pierre au mois de juin, on était à 275 000 contrats longs. Finalement, on va s'apercevoir derrière sur la slide, il y a eu un ajustement. C'est pour ça qu'on a eu un été où ça a baissé. Les fonds ont relâché ont revendu des contrats et on a une position aujourd'hui qui est autour de 252 000 contrats. Voilà. Et on voit que ça évolue en fonction des annonces plus ou moins macro, un retard sur les exports ou alors une perte sur les rendements ou des menaces sur le conflit russo-ukrainien. Donc aujourd'hui, on a plutôt les acteurs non commerciaux restent longs toute matière première agricole. Ce point est important, ça veut dire que s'il y a une détente des prix, ils vont devoir ajuster et revendre des contrats. Donc ça pourra appuyer derrière sur la suite de la tendance, sur la fin de l'année ou sur le début du premier trimestre 2023. Autre point, autre focus, on a une position donc net longue en baisse globalement et on a quand même des fonds qui restent actifs. Si on prend dans le détail, on va les parcourir ensemble. Vous avez en haut à gauche la position des fonds à vendredi dernier, déclarée par la CFTC. La position du corn sur le CBOT, elle est globalement stable. On est autour des 267 000 contrats par rapport à juin dernier. Donc globalement, par contre, on a vu qu'on a été chercher un point bas cet été et que le corn, lui, est venu s'ajuster très rapidement. Et puis finalement, les fonds ont racheté pour avoir une position assez stable. Si on regarde par contre le wheat sur le SRW, globalement aujourd'hui, il y a une position à moins 20 000 contrats. Les fonds sont restés longs que très peu longtemps, entre mars et juin. Et finalement, on a une revente de 17 000 contrats par rapport à juin dernier. Donc c'est ça qu'on a vu, ça a appuyé sur le marché, on est passé de $10 à $8,50. Donc finalement, on voit que c'est ces opérateurs non commerciaux qui ont fait la tendance sur nos marchés cet été. Le soja, c'est un peu le même contexte. Sur le soja, on a une position qui reste longue de 65 000 contrats, mais qui s'est totalement affaissée puisqu'on a perdu plus de 88 000 contrats, 88 000 contrats revendus de la part des investisseurs institutionnels, ce qui veut dire que ça a eu un impact. On est tout de suite dévissé et on a perdu plus de $1,27 sur le soja novembre 2022. Et puis enfin, le dernier élément en bas à droite, c'est l'huile de soja. Globalement, on reste stable. Pas beaucoup d'évolution. On a eu un range de $2-3 depuis notre dernière webconférence, malgré un point bas touché également cet été, avec des positions des fonds qui ont été très revendues avant finalement un rachat sur les dernières menaces russes. Donc globalement, on est stable de date à date. Ce qui est important aujourd'hui, et ce qu'on observe, et ce que disaient également Xavier et Pierre finalement sur les investisseurs institutionnels, c'est que le matin, par exemple, de leur côté, c'est un peu plus calme. Et bien sur le Matif, qu'est-ce qu'on observe chez KCIS? L'année est excellente. On a très bien travaillé jusqu'au mois d'août. Par contre, depuis on va dire la mi-août, septembre, c'est atone. Vous avez de la volatilité sur les cours, vous subissez cette volatilité. Vous avez toujours des écarts de prix avec une amplitude importante. Par contre, ce qu'on voit, c'est que les volumes sont beaucoup plus faibles. Et c'est ce qui se passe également à Chicago. Je vous ai mis sur le graphique la position ouverte, l'open interest sur le maïs, le soja et le blé. Ce qu'il faut retenir, en gros, c'est que la position ouverte sur le blé, à date, est la plus basse, en fait, depuis 2009. Et donc, en fait, vous voyez sur le graphique de droite, la position, on voit aujourd'hui, elle est au plus bas depuis 2009. Ça montre un désintérêt du trade actuellement sur les matières premières agricoles. Quand on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on peut en tirer sur la partie technique? Donc moi, mon but, c'est d'essayer d'isoler un peu le contexte géopolitique. Bien évidemment, c'est lui aujourd'hui qui fait vaciller les marchés à la hausse ou à la baisse. Si on isole ce contexte, Xavier et moi, on est totalement d'accord sur
le bilan blé est quand même lourd. Le point d'interrogation, c'est le disponible, exportable sur la mer Noire. Évidemment, on a énormément de stocks, mais on a aussi un alourdissement des stocks sur la 22-23, puisque la Russie, d'un point de vue logistique, aujourd'hui, n'est pas en mesure d'exporter les 42-44 millions de tonnes de céréales. Ils vont avoir un stock de fin de campagne très élevé. Et puis derrière, même si on a une pression sur les prix, on voit que du côté de la demande, c'est assez complexe. Il y a une demande, mais en même temps, il y a aussi des sanctions internationales qui font que voilà, les assurances mer Noire coûtent de plus en plus cher. Pour assurer les bateaux, c'est de plus en plus cher. Et puis, les coûts de financement également augmentent. Donc, dans tout ça, on a un disponible exportable dans point d'interrogation. Pour nous, on voit que sur le contrat aujourd'hui, blé décembre, on a un niveau clé qui reste le niveau clé des 315 €. Si on doit se mouiller d'ici la fin de l'année et éventuellement probablement sur le premier trimestre 2023, le contexte géopolitique avec pour le moment des discussions qui se passent très bien sur le corridor, si elles sont renouvelées, si le corridor humanitaire, le corridor des céréales est renouvelé le 19 novembre prochain, on aurait plutôt tendance à avoir un marché qui plongerait vers 315 et puis surtout derrière une rupture possible des 300 € avec un point d'équilibre qui devrait se trouver autour des 290 €. Voilà. Donc on est plutôt baissier sur le blé actuellement. Il faut donc trouver l'équilibre entre des stocks très lourds et d'un autre côté les incertitudes géopolitiques. Alors, on peut pas devancer, on peut pas savoir ce qui va se passer. Par contre, aujourd'hui, on voit bien que dans le wording a changé, que la Russie a envie de se mettre autour d'une table pour négocier. On a une fin de non-retour pour l'instant de la part des Ukrainiens, mais sur ce corridor-là, avec l'aide de la Turquie notamment, alliée russe, on pourrait avoir quand même une sortie des céréales très très rapidement. Ça pourrait peser sur les cours. Sur le wheat, c'est un peu la même chose. On a une situation mondiale incertaine. Je vous l'ai dit qu'on a quand même une pression des fonds sur ce marché avec une position net vendeuse sur le wheat. Aujourd'hui, on a un wheat qui consolide. Globalement, il est un peu plus complexe et ce temps. Le contrat peut revenir chercher la zone des 9,50 $. Sans ça, pareil, la lourdeur des bilans, le marché devrait revenir chercher le pivot des 8 $. Imaginez un wheat sous les 8 $, ça me paraît pour le moment assez complexe. Ça peut être 7,80 $, mais c'est difficile de voir un blé américain en dessous, notamment du fait que la sécheresse reste persistante et le contexte météo peut quand même tenir l'attention des opérateurs actuellement. On va passer aux oléagineux, Xavier, je te laisse la parole. Oui, merci Cédric. Donc concernant les oléagineux, un petit peu avec la même situation que ce que nous avons vu sur le blé, on est plutôt sur globalement l'ensemble des matières premières, sur des productions plutôt bien orientées, notamment donc sur les perspectives soja. Avec donc des productions qui sont effectivement toujours attendues très très bonnes au Brésil, malgré le contexte, voire le phénomène de la Niña que Cédric a évoqué. Concernant les États-Unis, là il y a effectivement un petit bémol sur lequel, par rapport au dernier rapport USDA, les rendements ont été plutôt revus à la baisse. Mais globalement, quand on regarde un petit peu la planète et les différents bassins de production, on devrait, sur cette filière soja, connaître une augmentation assez significative de la production. Concernant le palme, même chose, bonne situation donc en Indonésie et en Malaisie, qui fait que le bilan en palme et en huile de palme s'alourdit de façon considérable. Là où il y a quelques interrogations, c'est sur le tournesol. C'est important parce que donc notamment les récoltes sont toujours en cours en Ukraine et en Russie, et actuellement les pluies sont quand même viennent compliquer cette récolte. Et quand on sait que sur ces deux pays-là, ils représentent à eux deux plus de 80% d'exportation de graines et de tourteaux et d'huile, et bien on peut quand même effectivement se poser des questions, mais donc globalement un bilan oléagineux plutôt pléthorique au regard de la situation. Alors si on fait un petit peu le zoom sur le colza, qui est quand même la matière première qui nous intéresse de très très près, et bien là on est parti pour connaître un millésime record, avec donc bien entendu le retour du Canada, la récolte 2021 ayant été catastrophique pour des raisons climatiques, avec la sécheresse. Et bien le Canada reviendrait avec donc une production de canola particulièrement bonne. Et puis sur les autres bassins de production, tout est en hausse, et y compris bien entendu sur l'Union européenne et en particulier la France, qui a connu de très très bons rendements dans un certain nombre de régions pour atteindre une production qui devrait avoisiner les 4,5 millions de tonnes. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu cette situation.
en plus avec une certaine augmentation des surfaces suite aux problèmes de ces dernières années. Donc bilan plutôt pléthorique et qui vient alourdir un petit peu le ratio stock sur la consommation autour de 12%, ce qui est bien loin de la situation de l'année précédente. Donc en termes, tout ça pour dire que les disponibilités à l'échelle européenne seront présentes, mais également donc à l'échelle mondiale, avec quelques interrogations, beaucoup d'interrogations sur la demande, en lien avec la situation et qui a été accélérée par le conflit, qui est d'utiliser en fait ces matières premières à des destinations non alimentaires, notamment par rapport au biodiesel, cette question est posée dans un certain nombre de pays européens, notamment de l'Europe du Nord et aussi en Allemagne, qui pourrait effectivement se traduire par une baisse des incorporations dans la fabrication de biodiesel. Donc ça fait partie quand même de l'environnement sur lequel, en termes de demande, on peut avoir quelques inquiétudes sur l'utilisation, encore une fois, des graines et des huiles en particulier. Donc en termes de prix, eh bien, effectivement, au regard de cette offre pléthorique à l'échelle mondiale concernant les graines, on est plutôt sur un trend plutôt baissier, fortement baissier. On est très très loin du pic que nous avons connu cet hiver dernier en lien avec le conflit, pour connaître une certaine stabilisation, mais avec parfois des effets boomerang, notamment en lien avec le prix du pétrole, qui baisse, qui montait, au regard des décisions récentes de l'OPEC+ de limiter la production, mais qui finalement n'a pas duré très 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 longtemps, car actuellement le pétrole est plutôt en tendance baissière, comme l'a évoqué Pierre précédemment. En termes de position sur les marchés à terme et sur Euronext en particulier, bien là on est effectivement plutôt sur des positions nettes vendeuses, avec effectivement un reflux, un retrait et des prises de bénéfices au regard de la situation et d'une offre, encore une fois, qui est plutôt pléthorique. Même constat sur la fraction oléique, qui a fortement baissé par rapport au pic qu'on a connu cet hiver, mais qui s'explique encore une fois par le fait que sur le marché des huiles, on est aussi pléthorique, que tout ça est lié aussi avec l'évolution du prix du pétrole, j'y reviens pas, mais on est plutôt effectivement sur une tendance baissière, avec force de constater effectivement sur une certaine fermeté sur les prix des tourteaux, même si en termes de tourteaux non OGM, eh bien ça se stabilise avec la difficulté de pouvoir honorer ce sujet-là. Alors en termes d'analyse technique, Cédric. Merci Xavier. Donc vous l'avez compris, c'est vrai qu'on a un contexte géopolitique et économique qui fait vaciller les cours avec une volatilité importante. Le colza est un peu plus sensible parce que les financiers qui sont dessus, on voit dans la dernière cartographie des risques de l'AMF que les financiers sont de plus en plus présents sur le matif. Le colza reste le plus sensible ce qui est très lié en fait avec les prix du pétrole et également des huiles. Aujourd'hui, on voit bien techniquement, vous avez le contrat sur le février 2023 matif. Vous voyez, en fait, je vous ai dessiné un canal baissier dans lequel le colza a évolué depuis le point haut et en fait tout l'été. Sur le février, sans réussir à franchir la zone vraiment des 626 €. Aujourd'hui, en fait, on est dans une phase de consolidation. On tente de sortir de ce canal baissier. Néanmoins, de notre point de vue, on a des perspectives sur l'hémisphère sud qui pourraient vraiment peser et envoyer le colza sous les 600 € et pourquoi pas accélérer en direction des 575 €. Seule en fait une recrudescence des tensions entre la Russie et l'Ukraine. On voit par contre en ce moment sur le court terme que la récolte de tournesol en Ukraine tarde. Ça peut être un point qui peut maintenir le contrat vraiment à très court terme. Bon, et puis ensuite, on va encore s'attacher à suivre l'évolution des discussions entre la Russie et l'Ukraine. Mais globalement, ça reste très baissier, avec un retour potentiel sous les 600 €. Il faudrait vraiment que le colza revienne au-dessus des 720, 730 pour invalider ce scénario baissier. Et aujourd'hui, vu les bilans, vu les fondamentaux, ça nous paraît vraiment fortement improbable. Donc voilà, colza qui est dans un canal baissier, il tente de sortir, mais finalement il a vraiment du mal à revenir au-dessus de 626, plutôt une direction des prix baissière d'ici la fin de l'année et sur le premier trimestre 2023. Sur le soja,
on peut s'attarder un peu plus longtemps. On a eu un dernier rapport USDA qui était un peu porteur. Et beaucoup d'opérateurs se sont dit, est-ce que c'est suffisant pour raviver la hausse? C'est vrai que l'USDA a surpris son monde en révisant à la baisse les rendements et donc la production US. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai, quand on regarde le rythme des exportations de soja, on est très bas. On est quasiment à plus de moins 50% de baisse par rapport à l'année dernière. Donc, on a des exports qui démarrent très mal. Alors oui, la semaine dernière, la Chine est revenue aux achats avec une contractualisation de volume, on va dire autour des 1 million de tonnes de soja. Voilà, on est sur des volumes un peu classiques, mais le rythme est totalement en retard. Donc on va avoir des exportations en berne. Donc ce point peut peser quand même sur la suite. Et puis finalement, le soja, il n'est pas du tout compétitif. On a le renforcement du dollar, on a des politiques économiques en fait qui font que en fait le soja n'arrive pas à se redresser, ça l'impacte. Et puis finalement, la perspective du Brésil, la compétitivité est totalement, on va dire deux classes différentes. Donc pour nous aujourd'hui, on regarde ces fondamentaux-là et sur nos marchés et d'un point de vue économique, le soja aurait plutôt tendance à replonger vers la zone des $13. Donc, pour le moment, voilà, on voit bien qu'on est baissier plutôt sur le blé avec des fondamentaux lourds, on est baissier sur le colza avec des fondamentaux lourds et également sur le soja et même chose sur le wheat. Donc, pour le moment, on a plutôt une vue baissière sur les matières premières agricoles en isolant le contexte géopolitique, bien évidemment. Pour la suite, maintenant, on va finir avec la partie maïs. Xavier, je te redonne la parole. Merci. Et donc là, à la différence du wheat, du soja et du colza en particulier, eh bien, on est sur une perspective maïs plutôt récolte 2022, plutôt déficitaire, avec effectivement un certain nombre d'éléments sur cette récolte, toujours sur la partie hémisphère nord, qui s'est traduit à la fois aux États-Unis et surtout en Europe et bien entendu en Ukraine par des baisses assez significatives de la production qui s'expliquent essentiellement par un déficit hydrique particulièrement important aux États-Unis comme en Europe et en particulier sur les pays de l'Europe de l'Ouest et concernant l'Ukraine par le contexte géopolitique, période de semis pendant le conflit. Donc effectivement assez compliqué, possession de moyens de production revus fortement à la baisse sur cette zone de production qu'est l'Ukraine, eh bien la production devrait dévisser d'environ 30%, sachant que même chose, c'était l'année dernière, récolte 2021, une récolte record, donc c'est pas non plus une catastrophe en soi, car 2021 c'était effectivement beau. Donc quand on regarde effectivement en termes de perspective par rapport à la partie hémisphère sud, eh bien là, les résultats au Brésil sont attendus effectivement plutôt de bon augure, avec quelques inquiétudes effectivement en Argentine, un lien avec la sécheresse persistante et donc des conditions de semis un petit peu compliquées. Mais globalement, on devrait être pour encore une année, quand on regarde effectivement le graphique de droite, on constate que régulièrement le maïs à l'échelle mondiale est plutôt déficitaire, ce qui n'était pas forcément le cas pour la campagne 2021-2022, mais par contre, c'était le cas les 5 années précédentes de cette récolte 2021 et donc sur cette récolte 2022, on devrait l'être encore une fois. Et ce qui probablement explique la tendance des prix. Donc, quand on regarde les différentes cotations sur Euronext depuis le conflit et depuis donc ce début d'été où les prix ont plutôt eu quand même globalement tendance à augmenter, pas de façon très très forte, mais de façon un petit peu régulière et avec donc des niveaux et des échéances qui pourraient permettre aux agriculteurs de marquer au regard, encore une fois, de l'évolution, certes, à l'augmentation de leur coût de production, mais probablement avec toujours la possibilité de réaliser des marges sur cette production. Donc, très plus proche de nous, en termes de récolte française attendue, eh bien, là, effectivement, on s'attend à ce que la situation soit plutôt catastrophique. Même si tout n'est pas récolté, on devrait être autour de 85% de récolté à aujourd'hui, mais on s'attend à ce que la production soit vraiment autour de 10 millions de tonnes, peut-être même inférieur à 10 millions de tonnes. On va pas noircir le tableau, mais c'est un cas et une situation qui a l'air de se confirmer quand même au regard des 15 millions de tonnes de la récolte 2021. Et en plus, il faudrait rajouter que par effet, je dirais, solidarité et par rapport à une faiblesse de la production du maïs en silage, qu'il y aura toute une partie de grains
qui seront transférés, bien entendu, auprès des éleveurs, qu'on estime autour de 70 000, 100 000 hectares. Ce sera à affiner, mais donc une situation catastrophique dans un certain nombre de régions qui ne sont pas pourvues d'irrigation, bien entendu. C'est un petit peu mieux, bien entendu, quand les agriculteurs détiennent de l'irrigation. Et dans des zones comme le sud-ouest, par exemple, eh bien, la collecte risque effectivement quand même d'être faible et poser quelques problèmes, bien entendu, sur l'amortissement des charges de structure qui sont quand même lourdes, d'autant plus dans cette région sud-ouest, confrontée à des problématiques d'épizootie liées à la grippe aviaire. Donc, situation un peu compliquée dans un certain nombre de régions. Alors, en analyse technique, Cédric ? Alors, ce qu'on a pu observer déjà très très rapidement, c'est que les cours du maïs suivent ceux du blé. Donc, si le blé s'ajuste à la baisse, c'est ce qu'on attend d'ici la fin de l'année. Le maïs va avoir du mal quand même à résister. On a les opérateurs qui sont aujourd'hui tournés vers les conditions en Amérique du Sud, Argentine, Brésil. Donc, j'en ai parlé notamment de la Niña. Sur les 2 prochaines semaines, on a de la pluie qui est attendue. Ça pourrait détendre un peu la situation. Donc, on pourrait retrouver de la baisse sur nos marchés. J'ai mis en dessous des fondamentaux en soutien sur le court terme. Oui, c'est lié au dernier rapport SDA. C'est lié, je vais venir après, sur le rythme des exportations US, et c'est lié également au corridor humanitaire, parce que finalement, sur les corridors, on le verra après, c'est surtout le maïs qui est très concerné. Donc sur le court terme, oui, quelques éléments de soutien. Globalement, on devrait avoir un prix qui devrait rester ferme pour le moment entre 320 et 340 euros. Pardon, voilà, quel est l'impact si le blé baisse très vite? Pour moi, je pense que le maïs n'arrivera pas à se tenir. Il devra s'ajuster. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit derrière. Je vous ai mis le spread blé-maïs. Ce spread blé-maïs est resté très très haut, très élevé durant une grande partie de la campagne en fait cette année. Et finalement cet été, on a eu un spread qui est revenu négatif. D'ailleurs, on a eu énormément d'acheteurs qui sont revenus sur ce spread autour des 0 et en dessous, sur la zone des -3. Aujourd'hui, on a un spread qui s'ajuste autour des 10 euros. Il a plutôt tendance quand même à accélérer sur la fin de l'échéance. Donc on peut avoir un spread qui remonte légèrement, mais sur ce niveau-là, il traite sur la moyenne des 4 dernières années. Donc finalement, on a un spread qui s'est totalement ajusté. Il était totalement déconnecté des données sur les 4-5 dernières années. Finalement, il s'ajuste et il revient sur la moyenne des 4 années. Pour moi, aujourd'hui, si le blé baisse très vite, le maïs aura du mal à suivre. D'ailleurs, sur la partie corn aux États-Unis, si on s'y intéresse un petit peu, on a eu ce rapport USDA qui a donné une petite impulsion au corn, et ça nous permet de voir que sur le graphique, on voit le corn américain sur décembre qui tente de sortir en fait d'un triangle qui est ascendant. Il essaie de sortir par le haut de ce triangle, et on essaie de revenir chercher les points clés. Et finalement, entre des ventes US qui sont en fort recul, effectivement, donc l'exportation qui recule. On a également sur la partie éthanol une baisse de la production de 7%. On a une baisse des exportations de plus de 60% par rapport à l'année dernière. Donc production d'éthanol qui est en chute, ça peut nous rajouter une pression baissière. Et puis il y a autre chose, c'est que en termes de prix, l'origine US très élevé. La sécheresse sur les rivières du Mississippi et de l'Ohio, qui sont des artères clés, en fait, font que le transport fluvial, en fait, a totalement progressé. Il a été multiplié par de 3 à 4 à peu près. J'ai plus vraiment le chiffre en tête. Et du coup, on a aussi des primes, en fait, qui remontent très très vite et qui restent fermes sur le Golfe. Donc, difficile de voir le corn refranchir la zone des $7. Quelques éléments de soutien sur le court terme, mais finalement, avec ce contexte géopolitique en point d'interrogation, un corridor qui pourrait être renouvelé, on a plutôt une pression baissière attendue également sur le maïs. On va en arriver donc du coup à l'heure des conclusions. Je te laisse la parole, Xavier, sur les premiers. Très vite. Donc pour refaire, mais on a déjà évoqué la question donc sur le fait qu'actuellement on est plutôt effectivement sur un durcissement du conflit, qui s'explique justement surtout par la façon dont s'est passé ce premier corridor entre guillemets depuis juillet, et pour constater, et ce qui a effectivement plutôt énervé Vladimir Poutine, c'est que le fait que c'est surtout le maïs qui est sorti par ce corridor, et en particulier sur des destinations qui sont plutôt européennes, et alors que le corridor était effectivement en priorité prévu pour honorer les besoins des pays qui en ont
avait le plus besoin, on pourrait penser bien entendu aux pays africains. Et le blé à côté, qui est aussi, force est de constater que c'est pas forcément les pays africains qui en ont le plus profité. Quand on regarde effectivement les destinations, et donc ce qui a expliqué effectivement l'énervement donc de Poutine et du durcissement de ce conflit. Tout ça pour dire quand même que une des conclusions quand même de ce qui se passe actuellement, c'est quand même l'avenir à court, moyen terme de l'Ukraine comme pays producteur et exportateur, et ses capacités sur le moyen terme qui devraient être normalement limitées, ou plutôt malheureusement limitées, encore une fois au regard de ce contexte-là, parce que imaginons que le conflit se résolve, il faudra quand même un certain temps pour que le pays puisse se remettre en route, tant au niveau logistique qu'au niveau production, et que possession de moyens, bien entendu, pour pouvoir remettre tout ça en route. Et puis l'autre question, bien entendu, c'est la possibilité de sortie et dans quelle quantité du blé russe en particulier, et d'autres matières premières, au regard, encore une fois, des sanctions qui pourraient aussi être encore un peu plus dures au regard de ce contexte. Bon, les discussions, pour le moment, ont l'air plutôt positives. On va y aller avec des pincettes, mais sachant qu'a priori, ce premier corridor prend fin le 19 novembre prochain. Et puis, il faudra suivre également pour la suite, la Chine. Pierre en a parlé, la Chine qui doit faire face à 4 grandes crises, une crise économique, une crise immobilière importante. On a une crise sanitaire également avec la gestion du Covid. Et puis enfin, on a une crise géopolitique avec le dossier Taïwan. Donc on a aussi la Chine qui était très acheteuse de matières premières, nette importatrice de matières premières agricoles. Cette année, si on a une croissance à 3%, il va falloir suivre également ce dossier. Et donc c'est vrai qu'on a une grille de lecture qui se complexifie sur nos marchés. Et donc il y a plusieurs drivers à suivre. Alors, on va pas tous les énumérer, bien entendu. Il s'agit de la conclusion. On en a déjà beaucoup parlé, mais c'est quand même actuellement le coût énergétique qui pèse sur l'ensemble des industries et qui pourrait, et on commence à le voir. Je vais prendre l'exemple de la biscuiterie-pâtisserie qui a quand même revu à la baisse actuellement les achats de grains, parce que les outils industriels, au regard encore une fois de cette forte augmentation de coûts de l'énergie, limitent la production, et on pourrait multiplier ce genre d'exemples malheureusement dans les prochains mois. Donc ce qui pourrait peser, je pense que cette campagne 2022-2023, c'est vraiment l'impact de la demande. Est-ce qu'elle sera vraiment au rendez-vous ? Eh bien, c'est tout, je dirais, le driver qu'il va falloir suivre sur. Tu viens d'évoquer la Chine. Eh bien, c'est encore un sujet lié à la demande, sans compter, bien entendu, effectivement, le durcissement de ce conflit sur lequel on n'y voit pas clair. Tout ça pour dire que la volatilité des prix, à notre avis, sera toujours bel et bien au rendez-vous, alors que les fondamentaux ont plutôt tendance à nous indiquer qu'on est plutôt sur un retour, sur un alourdissement de ces marchés. Tout produit. Et donc, de votre côté, il va falloir suivre attentivement, parce qu'on l'a vu récemment, le marché mer Noire est asséché, il n'y a plus de liquidité. Donc en fait, les opérateurs américains vont de plus en plus travailler sur le Matif, qui devient un marché de référence, qui était déjà un marché de référence au niveau français et européen. Et on a une diversification des acteurs. Et ces acteurs-là viennent modifier les comportements du marché, pardon. Et donc vous devez également vous adapter à ces comportements. Voilà, donc attention à la volatilité. Essayez de vous protéger soit par des options, soit par d'autres outils, notamment des ordres algorithmiques qu'on vous a présentés avec Augustin mardi. Pierre, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette conclusion et ton œil d'expert financier? Sur cette conclusion, bon, peut-être pas, je pense que vous avez fait le tour d'à peu près tous les grands sujets, que ce soit géopolitique, évidemment, fondamentaux pour vous. Peut-être nous pourrons essayer de répondre aux quelques questions. Tout à fait. On a une question sur le cours de pétrole, Pierre. Voilà, et en particulier, on a 2 questions en fait sur le pétrole. Voilà. La première qui nous demande si ce que l'on pense sur un pétrole qui reviendrait entre 100 et 120 euros le baril. Deuxième question, pareil toujours sur le pétrole, suite l'état des stocks stratégiques US et aux annonces de l'OPEP+ ce mois-ci. Voilà, quelle est l'évolution du pétrole? Bon, c'est un exercice toujours très difficile et je pense qu'il y a 2 points principaux. Peut-être que je vais commencer par les prévisions des plus grandes banques américaines, Goldman Sachs et Morgan Stanley.
Après la réunion de l'OPEP+, elles ont augmenté leur objectif du cours du baril autour de 110 pour Goldman Sachs, $115 le baril premier trimestre 2023. Là, actuellement, on est plus autour de $90. Donc ces banques-là voient une augmentation du baril. Mais d'un autre côté, alors ce qui vient aussi renforcer ça, évidemment, c'est les décisions de l'OPEP+. On se demande, voilà, est-ce qu'ils vont à nouveau réduire leur production? Les stocks stratégiques aux États-Unis aussi y jouent. Plus les États-Unis vont puiser dans leurs stocks stratégiques, plus voilà, on peut imaginer que dans le futur, ils en auront moins et donc auront plus besoin du marché extérieur. Le deuxième point important quand même pour le marché du pétrole, ça reste un très bon proxy, un très bon benchmark pour la croissance, les prévisions de croissance. Le baril a commencé à baisser cet été, comme la plupart du secteur de l'énergie, parce que les prévisions de croissance pour 2023 sont moins bonnes, moins fortes, que ce soit en Chine, États-Unis, Europe. Après, bon, voilà, qui a raison, c'est toujours difficile. Personnellement, moi, je serais plus sur le second point. Les prévisions de croissance sont faibles. Naturellement, le baril du pétrole va plus rester dans cette configuration baissière. Si on regarde graphiquement aussi, on voit clairement qu'il y a un canal baissier depuis la moitié de l'année. Je pense que ça restera dans cette dynamique. Quid ensuite de savoir si l'OPEP va refaire des annonces, voilà, selon la situation évidemment. Donc exercice très difficile pour le baril de pétrole. Puis on l'a vu sur les réserves stratégiques US, on voit que les États-Unis ont déjà entamé plus de la moitié de leurs réserves stratégiques. On est au plus bas depuis, c'est un niveau inédit, donc c'est du jamais vu. Et donc là, ils vont libérer encore des stocks stratégiques, mais jusqu'à quand? Donc la guerre dure. Ouais, tout à fait. Donc ce sera à suivre effectivement. Une autre question sur alors, quelle est la valeur de l'origine France sur le marché? Alors, on y a un petit peu répondu tout à l'heure. C'est vrai que actuellement, on a une valeur qui est un petit peu déconnectée des valeurs concurrentielles et notamment de l'origine russe et en particulier concernant le blé. On doit être supérieur à 25, 30 dollars la tonne, ce qui fait que effectivement pour le moment on est très 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 en retrait parce que pas compétitif et on peut se poser la question est-ce que ce sera durable par rapport au contexte actuel et par rapport au regard des différentes appels d'offres réalisés par un certain nombre de pays qui fait que pour le moment l'origine française est finalement pas très 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 présente mais bien entendu à suivre au regard encore une fois de ce contexte géopolitique, mais pour le moment on calcule pas trop quoi. Pour la mer Noire, on a un FOB ukrainien qui est sous les $300. On a du russe qui est légèrement au-dessus, 315 à peu près, 320. L'origine française, elle traite au-dessus. Par contre, le disponible exportable, il reste, il est en point d'interrogation. Et surtout, ce qui est important, c'est on l'a vu sur le dernier tender algérien, c'est mobiliser de la quantité. C'est-à-dire au-delà de 500 000 tonnes, 700 000 tonnes. L'origine russe n'est pas totalement là, et donc l'origine française arrivera toujours à sortir son épingle du jeu dans ce contexte international un peu hautement incertain, on va dire. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour sur les questions. Sur les autres questions, donc on est un peu en retard, on a pris du retard. On vous répondra par email. Je vois qu'il y en a une sur les marges de structuration en colza. J'ai pas les chiffres en tête là en live. On va se renseigner. On vous fera une réponse par email. C'est la dernière webconférence de l'année. On se retrouvera l'année prochaine. En attendant, on vous souhaite une bonne journée et puis une bonne fin d'année sur ces marchés. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.